Nous sommes le 7 octobre 2024, il y a exactement un an, le Hamas se lançait dans une série d'attentats qui ont ensanglanté Israël, qui ont fait plus de 1200 morts, la plupart des civils, et qui ont complètement traumatisé la société israélienne. Le Hamas était déjà distingué dans le passé en faisant dérailler les accords d'Oslo. Il y a en fait deux types d'opposants aux accords d'Oslo, la droite israélienne et le Hamas qui, par sa multiplication d'attentats, avait amoindri le camp de la paix et avait amoindri la crédibilité que les Israéliens pouvaient avoir dans un processus négocié. Le Hamas, depuis longtemps, s'évertue à rendre inaudible et inacceptable la cause palestinienne pour les Israéliens. Il a renouvelé cela le 7 octobre 2023 et ces attentats sont bien sûr non seulement inadmissibles, mais condamnables et nul ne peut les voir comme un acte de résistance par rapport à Israël dans la mesure où trop de civils ont été tués dans ces attaques. Mais mettre en cause l'énorme responsabilité du Hamas ne revient pas à nier celle de Netanyahou. Et celle-ci est multiple. Tout d'abord, c'est lui qui a avantagé le Hamas. Il a déclaré, c'est très documenté, que si l'on voulait s'opposer à la création d'un État palestinien, il fallait aider le Hamas, qui s'opposait comme concurrent, effectivement, de l'autorité palestinienne et du Fatah. C'est lui qui a retiré des bataillons de l'armée israélienne de Gaza pour les mettre en Cisjordanie, pour venir en renfort des colons qui se livraient à de nombreuses exactions contre les civils palestiniens. C'est lui qui a amené deux partis extrémistes dans la coalition, ces partis même qui avaient appelé à l'assassinat de Rabin en son temps. Et c'est lui qui a rendu tout à fait impossible toute perspective politique pour les Palestiniens, ce qui a indirectement favorisé le Hamas. Le résultat, c'est qu'un an après, la société israélienne est durablement traumatisée et ne peut pas accepter d'avoir la souffrance des Palestiniens. C'est complètement invisible pour eux, mais aussi un an après, les pertes palestiniennes, les pertes des civils palestiniens sont énormes. 41 000 morts au bas mot, de nombreux blessés, de nombreux mutilés, et sans doute un nombre encore plus important de gens qui sont sous les décombres ou qui sont morts des suites de leurs blessures. Et donc la haine des deux côtés a augmenté. Elle a augmenté du fait des attaques du Hamas et du fait de la réponse disproportionnée d'Israël. Très rapidement, Biden avait mis en garde Israël de ne pas faire la même erreur que les ennemis avaient fait dans la suite du 11 septembre. Et en fait, Israël n'a pas écouté ces avertissements. Et l'armée israélienne, qui sait très bien faire des éliminations ciblées, en fait, a fait quelque chose de masse. Et donc, alors que le soutien à Israël après le 7 octobre était quasi unanime, celui-ci s'est effrité, de même que le soutien à la cause américaine, qui était unanime après le 11 septembre, s'est effrité lorsqu'ils se sont lancés dans la guerre d'Irak, pour ne pas parler de Guantanamo et de différentes exactions par rapport au droit international. Israël répond sur Gaza, répond en Cisjordanie, répond au Liban, répond également peut-être sur l'Iran. Et donc il y a un déploiement de force de plus en plus important. Et on voit que pour les responsables israéliens, pour Netanyahou, seule la force compte, seule la force peut amener la sécurité, alors que l'histoire à l'actualité montre que c'est une impasse. Et que c'est même plus qu'une impasse, c'est une dégradation, puisque l'usage de la force n'a jamais amené la sécurité. Netanyahou pense que seule la force peut amener Israël à la sécurité. Pourtant, aussi bien l'histoire au Liban que l'histoire à Gaza montrent que, intervention après intervention, les victoires militaires d'Israël ne se sont pas accompagnées de victoires politiques et que l'opposition, y compris l'armée Israël, s'est reformée après une défaite du Hezbollah et du Hamas. Et que tant qu'il n'y aura pas de perspective politique, cela sera la même chose. Donc, soit Israël expulse tous les Palestiniens de Gaza, mais ça serait un crime contre l'humanité, et ce serait quelque chose qui aurait du mal à accepter même par les meilleurs alliés d'Israël, soit ils seront toujours contraints à éliminer de plus en plus des Palestiniens parce que le Hamas refera une santé au milieu de la population. Que se passe-t-il maintenant en Gaza? La vie est insupportable, il n'y a plus de centre de santé, plus de centre d'éducation, et les Palestiniens sont jour après jour, obligés de se déplacer d'un endroit à un autre sans aucune perspective du quotidien, avec la menace permanente de mourir d'une frappe israélienne dont on ne sait pas d'où elle viendra. D'où vient ce blocage politique? C'est que les acteurs ne sont pas pour la paix, ni le Hamas, ni Netanyahou, et que les acteurs extérieurs ne pèsent pas pour faire pression sur les acteurs, les protagonistes internes. En fait, les pays arabes sont les muets du sérail. Quelques déclarations parfaitement factices et inutiles, mais ils ne pèsent pas, ils ne veulent pas peser, ils ont une retenue volontaire. Certains ont signé des accords de paix avec Israël qui n'en mettent pas en cause, d'autres ont des accords plus ou moins officiels, et ceux qui sont les plus vocaux, en fait, n'enclenchent pas une action qui a une quelconque effet sur la situation. Les États-Unis, depuis un an, ont montré leur impuissance.
Biden est tétanisé, il ne veut pas gâcher, dans un premier temps, sa réélection et maintenant l'élection de Kamala Harris par rapport à ce conflit. Trump met de l'huile sur le feu en appelant Israël à réagir d'autant plus fortement, mais il n'est pas au pouvoir. Et donc, ce qu'a montré la situation depuis un an, c'est qu'aucune, pratiquement, des demandes américaines n'a été acceptée ou retenue par Israël, et que les Américains continuent de livrer des armes à Israël tout en appelant un cessez-le-feu. Finalement, ils ne pèsent pas. C'est que la superpuissance américaine ne pèse pas sur le conflit et qu'elle est finalement impuissante elle aussi. La France est à la fois très présente vocalement et totalement absente sur le plan des effets. Il est loin le temps où la France était écoutée dans la région, cette fois-ci en courant plusieurs lièvres à la fois, en courant plusieurs objectifs contradictoires, en voulant ménager un peu la chèvre et le chou, la France s'est rendue inaudible dans la région. Quant à l'Europe, eh bien, elle montre ses contradictions. Lorsqu'il y a un vote aux Nations Unies, certains votent pour, d'autres contre, d'autres s'abstiennent. Donc il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'unité européenne sur cette question. Il y a des pays qui vont uniquement suivre les États-Unis, l'Allemagne qui est traumatisée par le souvenir de la Shoah et de ses responsabilités, et la France qui a changé d'attitude. Il n'y a plus vraiment de pays moteurs. Au niveau de l'Union européenne, l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie ont reconnu la Palestine, mais ils n'ont pas assez de poids pour créer un mouvement. Les pays du Sud global sont indignés, puisque si la mémoire de la Shoah est la principale dans le monde occidental, c'est la mémoire de la colonisation et du colonialisme qui est la plus importante dans le Sud global, et ces pays voient dans la situation des Palestiniens la réplique d'une situation coloniale, et ils sont indignés de ces bombardements, ils sont encore plus indignés des doubles standards des pays occidentaux, qui condamne très fermement les bombardements de populations civiles par la Russie en Ukraine, qui demande des sanctions contre la Russie, qui exclut la Russie des Jeux Olympiques et qui ne font rien de tout cela par rapport à Israël. Et donc, effectivement, dans les pays du Sud global, il y a une colère sourde, une indignation par rapport à ce qui apparaît comme une hypocrisie du monde occidental qui perd son crédit moral du fait de ce double standard. Et bien sûr, ceux qui en tirent les marrons du feu, de façon parfaitement opportuniste, puisque la cause palestinienne n'est pas réellement un élément véritablement moteur dans la détermination, c'est la Russie qui dit « Regardez, on me critique quand je bombarde l'Ukraine, et en fait on ne dit rien sur Israël », et la Chine, qui aussi tire parti de cela, puisque la Chine appelle à un cessez-le-feu, et la Chine dit « Regardez, nous on appelle un cessez-le-feu aussi bien en Ukraine qu'au Proche-Orient, mais qui l'empêche ? Ce sont les États-Unis qui livrent des armes aussi bien aux Ukrainiens qu'aux Israéliens, donc qui prolongent le conflit, et la Chine, dans son duel à distance avec les États-Unis, gagne du terrain dans le Sud global du fait du double standard américain sur ces deux conflits. Donc résultat, la force l'emporte partout. C'est la force qui dirige les États-Unis, la guerre d'Irak, l'intervention en Libye, les guerres au Soudan, les guerres en RDC, l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et chacun se dit, puisque les autres utilisent la force, ne nous privons pas, puisque finalement le monde est régulé plus par la force que par le droit. Il y a un recul extraordinaire du droit international et un retour en force de l'usage militaire de la force pour obtenir une situation politique. Le seul motif d'espoir, c'est la progression éventuelle du droit international, parce que pour la première fois, la Cour pénale internationale a inculpé non pas des dirigeants rivaux des Occidentaux, mais deux dirigeants israéliens, ainsi que des dirigeants du Hamas, en mettant sur un pied d'égalité d'ailleurs les dirigeants du Hamas et ceux d'Israël. Alors ça a indigné beaucoup de monde, disant mais comment peut-on mettre sur un pied d'égalité les représentants d'un pays démocratique et les représentants d'un groupe terroriste ? C'est pas dans la qualification de leur gouvernance, c'est juste dans leur action. Parce qu'il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, sans parler de génocide, mais n'oublions pas que la Convention de 1948 prévoit la prévention du génocide. Et donc, effectivement, la Cour est dans son droit, et peut-être que le seul motif d'histoire, c'est la progression d'une pénalisation du comportement illégal de certains dirigeants, et pas uniquement les dirigeants de pays africains au niveau des Occidentaux. Et le fait que ce soit l'Afrique du Sud qui ait porté ce combat devant la Cour internationale de justice, c'est un élément central qui est un peu quand même une perte de crédit, là encore, pour les pays occidentaux, qui ont pendant des années dit qu'il fallait que le droit régisse les relations internationales, et qui acceptent qu'il soit foulé aux pieds en ne protestant que de façon purement platonique. Donc un an après, ce que l'on voit, c'est que ça risque de s'empirer, c'est qu'il y a le Liban, l'Iran, et qu'on risque d'avoir dans toute la région un peu plus de bombardements, un peu plus de morts, un peu plus de « il faut que je te bombarde pour préserver ma crédibilité », et que chacun pense que seule la force peut lui permettre d'obtenir ses objectifs politiques, alors que une fois encore, toute l'histoire prouve que c'est complètement contre-productif et qu'on risque de se demander pourquoi n'a-t-on pas été suffisamment vigilant pour appeler à la fin de tout cela, mais appeler non pas de façon purement verbale, mais appeler de façon réelle parce que les moyens de pression existent
existent et on ne les utilise pas.